Juste, on va peut-être se représenter rapidement. Donc, moi, je suis Marielle Gaudin, donc je suis chargée de promotion Europass à l'agence Erasmus+, Éducation Formation. Et moi, je suis Laurent Lascroux, donc je travaille avec Marielle sur Europass à l'agence Erasmus. Donc, on va commencer partageant un PowerPoint. Alors, je vais faire ça. Partager. Est-ce que c'est bon? Oui. Allez, c'est nickel alors. Donc, du coup, vous avez reçu le programme, mais pour rappel, voilà comment celui-ci va être construit. La première partie sera consacrée à la place d'Europass dans la construction de l'Europe des compétences. On fera ainsi un rappel historique pour vous expliquer d'où vient Europass et où on en est aujourd'hui. Une deuxième partie plus axée sur les fonctionnalités de la nouvelle plateforme Europass, où on vous présentera les différentes potentialités du nouvel outil qui a été proposé par la Commission européenne assez récemment, puisqu'il est sorti donc en 2020 pendant l'été. On verra comment les acteurs de la formation et de l'emploi peuvent se saisir et comment ils peuvent utiliser cette plateforme. Et enfin, un temps d'échange, questions-réponses, bien entendu. Mais je pense qu'on peut également prévoir des moments d'échange quand vous le souhaitez finalement, ou à travers le chat, ou alors suite à l'ensemble des différentes séquences qui vous sont proposées. Alors, on va commencer la première partie sur la place d'Europass dans l'Europe, dans des compétences. Alors, pour bien comprendre d'où ça vient, on a souhaité, avec Marielle, faire un retour historique et on va faire un bond en arrière. On va revenir en 1992, lors de la résolution du Conseil de l'Union européenne sur la transparence des qualifications. Alors, en fait, l'idée, elle était simple, c'était une stratégie qui avait été mise en place en faveur de la libre circulation des travailleurs pour favoriser la mobilité. Mais pour favoriser la mobilité, il a fallu aider les citoyens à présenter leurs qualifications de façon claire, de façon efficace aux potentiels employeurs, et également faire en sorte que les employeurs puissent à leur tour avoir accès à des descriptions extrêmement précises sur les expériences professionnelles pour pouvoir les comprendre. En 1998, c'est une date qui est également très importante pour Europass, puisqu'on va trouver en germe les documents qui commencent à émerger lors d'un forum européen sur la transparence des qualifications professionnelles. Alors, c'était un forum qui avait été organisé par la Commission européenne et le CEDEFOP, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, et cela aboutit à différents documents. Alors, le premier document, c'était le CV européen. Alors, à l'époque, c'était une grande nouveauté d'essayer de présenter de façon structurée et homogène les compétences via un CV et qui puisse convenir à l'ensemble des pays en Europe. Donc là, l'exercice, il est vrai, il n'était pas facile. On a eu ensuite un deuxième document qui était proposé, qui était le supplément au certificat, dont l'objectif était de décrire les compétences acquises lors des formations professionnelles. Et enfin, l'Europass Formation, qui était un livret, qui était l'ancêtre de l'Europass Mobilité, dont l'objectif était de décrire les compétences acquises suite à un stage en entreprise réalisé en Europe. En 1999, un nouveau document voit le jour, et on verra par la suite qu'il sera intégré à Europass, c'est le supplément au diplôme. Alors, le supplément au diplôme, c'est un document qui décrit les compétences acquises suite à l'obtention d'un diplôme du supérieur. Donc, on est vraiment dans les enjeux liés au processus de Bologne, avec le programme Erasmus+, les enjeux de la semestrialisation en Europe, l'usage des crédits ECTS. Et ce document joint un diplôme a d'ailleurs longtemps été appelé annexe descriptive au diplôme, et il a été intégré à Europass en 2004. 2004, justement, c'est la décision Europass, c'est la décision communautaire qui est adoptée et qui instaure un cadre unique pour la transparence des compétences et des qualifications. Alors, l'idée, elle est très simple. Elle est de rendre les qualifications lisibles, compréhensibles, pour permettre aux travailleurs et aux apprenants
de se déplacer plus facilement à l'intérieur de l'Union. Alors, Europass est vraiment centré sur de la pure documentation individuelle pour permettre de décrire les compétences, de décrire les acquis d'apprentissage, des qualifications et des certifications à plusieurs documents. Alors, nous avons le CV européen qui avait été précédemment créé, qui devient un CV Europass. On a deux nouveaux documents, le passeport des langues Europass, qui est créé par le Conseil de l'Europe et par l'UNESCO avec l'utilisation du CECRL, le cadre européen commun de référence des langues. L'Europass Mobilité, qui remplace donc l'Europass Formation. On ajoute le supplément diplôme, le supplément certificat, et au total, on obtient 5 documents qui composent le portfolio de compétences. Voilà l'Europass de 2004. Alors, à l'époque, c'était un changement novateur, puisque la Commission européenne a également voulu essayer de faire comprendre à ce que tous les acquis d'apprentissage, qui soient obtenus dans des contextes d'éducation formelle, non formelle ou informelle, avaient de l'importance. Et ça, c'était quand même novateur en 2004. Alors, pendant quelques années, bien entendu, l'agence a réalisé tout un travail de promotion. Il y a eu une appropriation de la part des établissements d'éducation et de formation. On a eu également une réflexion sur l'approche compétences qui s'est progressivement renforcée. 2012, l'Europass 2.0, c'est le virage donc, du numérique. Donc, dans les années 2010, effectivement, c'est l'essor des réseaux sociaux, c'est l'essor du numérique. Donc, la Commission en a profité pour repenser donc, les documents, pour essayer d'envisager la création d'un portfolio, mais cette fois-ci de façon numérique et qui corresponde un peu plus à l'ère du temps. En 2014, Europass est intégré pleinement au programme Erasmus+, dans la partie 3 du programme qui s'appelle « Soutien à la réforme des politiques », au même titre qu'EPAL, AEFA et EGVET. En 2016, une nouvelle stratégie en matière des compétences est proposée par la Commission européenne. Il s'agit du nouvel agenda des compétences, dont l'objectif est d'améliorer l'acquisition des compétences et leur adaptation au marché du travail, à travailler ensemble pour renforcer l'employabilité et surtout la compétitivité. Et cette nouvelle stratégie, elle comprend 10 actions, dont la révision de la décision Europass, et c'est en 2016 qu'on nous annonce officiellement qu'une nouvelle plateforme Europass sera créée. En fait, il a fallu 2 ans de préparation où on a travaillé avec la Commission européenne, où on a travaillé en direct avec les tutelles de l'agence, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Emploi, pour comprendre quels étaient les attendus de cette nouvelle plateforme. Et enfin, en 2018, au mois d'avril, la décision est adoptée et elle porte le nom de cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des certifications. C'est tout l'objet de la présentation d'aujourd'hui, puisqu'on va rentrer dans le détail et on va vous expliquer comment est structurée et composée cette plateforme Europass. Alors, ce nouvel Europass, il a été lancé officiellement en juillet 2020 par la Commission. Quant à nous, donc agence, nous avons fait un événement dédié au mois de septembre 2020. Et en même temps que cette plateforme a été lancée, la Commission européenne a publié l'agenda européen des compétences pour une compétitivité durable, une équité sociale et résiliente. Alors concrètement, il s'agit d'un plan quinquennal qui appelle à une action collective pour aider les adultes à apprendre tout au long de leur vie et mettre leurs compétences au profit des entreprises. Alors c'est un agenda, donc il y a plusieurs actions qui le composent et donc l'une d'entre elles concerne directement l'exploitation et le lancement de la plateforme Europass. Tout récemment, en mars 2021, la Commission a également publié un plan d'action européen pour le pilier des droits sociaux. Et cette publication, elle est intéressante puisqu'elle reconnaît clairement l'importance de la coopération européenne en matière de compétences et elle va soutenir les droits à la mobilité, que ce soit pour des fins d'apprentissage ou également des fins d'emploi à travers l'Europe. Et pour cela, en fait, les citoyens, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'informations pertinentes sur l'orientation tout au long de la vie, pour faire des choix éclairés en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière de formation. Donc, on verra que c'est tout l'apport du réseau Euroguidance. On a besoin d'outils pour faire en sorte qu'on soit aidé
pour parler de nos compétences, pour pouvoir en parler, pour les communiquer. C'est tous les enjeux de la plateforme Europass. Et enfin, on a besoin également d'outils pour comparer les qualifications et l'apprentissage en Europe. Et là, c'est l'utilisation du cadre européen des certifications, le CEC, qui est piloté en France par France Compétences. Et ce sont les contributions coordonnées de ces réseaux, Europass, Euroguidance, cadre européen des certifications, qui permettent d'atteindre les objectifs de l'agenda européen des compétences et du plan d'action du pilier européen des droits sociaux. Et en fait, c'est tout l'objectif de cette nouvelle plateforme Europass, d'offrir ces services et d'intégrer les données qui sont issues de sites d'information qui, par ailleurs, existaient déjà. Alors, comment ça passe la mise en œuvre au niveau national d'Europass? Donc, l'agence, elle gère via une convention unique que l'on a appelée RSP, Réseau soutien aux politiques, Europass, Euroguidance et le cadre européen des certifications. Alors, Europass, c'est une nouvelle plateforme donc, de gestion donc, de compétences et des carrières. C'est l'outil en ligne de l'Union européenne qui vont aider les gens à communiquer efficacement sur leurs qualifications, qui vont leur permettre d'être guidés de manière très proactive vers un emploi ou une opportunité d'apprentissage. Alors, on le verra tout au long de la présentation, il existe de nombreux outils, de l'information dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, disponibles à la fois pour les apprenants, pour les travailleurs, pour les demandeurs d'emploi, pour gérer chaque étape de leur carrière et de leur apprentissage. Bien entendu, on a besoin d'informations. Ces informations, elles reposent sur quoi? Sur le réseau Euroguidance. Alors, Euroguidance est un très vieux réseau qui a plus de 25 ans d'existence et qui développe la dimension européenne de l'orientation tout au long de la vie et qui outille surtout donc, les praticiens donc, de l'orientation, notamment en leur donnant les ressources sur les systèmes d'orientation, sur les systèmes d'études en Europe. Et enfin, le cadre européen des certifications qui permet de faciliter la compréhension, la reconnaissance des certifications entre les pays. Et parfois, les difficultés de compréhension des certifications issues de systèmes différents, elles constituent des obstacles majeurs donc, à la mobilité. C'est pour ça que ce cadre européen des certifications donc, a été proposé. Alors, on est vraiment dans un contexte particulier avec des enjeux qui sont très, très forts. On est dans un contexte de changement constant. La technologie, on le sait, on le voit avec tout ce qui se passe actuellement par rapport à la pandémie, continue donc de transformer l'emploi, l'éducation, la formation et la société en général. Donc, on avait vraiment besoin d'un outil comme Europass. Et on voit que tous ces centres nationaux, ils vont jouer un rôle important en matière donc, de coopération européenne et en matière donc, de compétences et de qualifications. Alors, comment on est organisé en France? Donc là, c'est l'agence qui a proposé, puisqu'elle a pris le pilotage de la convention RSP. Elle a créé un nouveau comité de pilotage qui s'appelle le COM. Alors, COM, c'est l'acronyme pour compétences, orientation, mobilité, qui reprend donc les axes forts donc, des trois réseaux dont je viens de vous présenter. Et il est composé de qui? Des tutelles de l'agence, donc ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, avec la DGESCO, la DGCIP, la DREIC, le ministère du Travail et de l'Emploi avec la DGEFP, France Compétences, les membres du réseau Euroguidance qui sont l'ONICEP, Centre Info et une représentation du réseau des CARIF OREF, en l'occurrence le CARIF PACA, le réseau EURES, on verra l'importance qu'il a dans la plateforme, dans la plateforme donc Europass, et enfin nous avons souhaité intégrer le réseau ENIC-NARIC qui est extrêmement important pour tout ce qui est en lien avec la comparabilité des diplômes. Quels sont les objectifs du COM? C'est mettre en œuvre la décision Europass, donc concrètement mettre en œuvre la plateforme Europass, faire en sorte donc qu'elle vive, qu'elle soit donc utilisée, qu'elle soit à jour, c'est-à-dire développer des stratégies de promotion, veiller à bien avoir donc des synergies et des articulations efficientes sur le sujet compétences, orientation, certification, veiller à avoir également des actions prospectives, mener des travaux donc de veille sur ces sujets qui sont extrêmement évolutifs, avoir des apports mutuels entre ces réseaux et surtout réaliser le plan de travail. Donc, nous avons à l'agence donc, un plan de travail de 3 ans. Donc là, on repart sur une nouvelle programmation 2021-2023 avec l'ensemble donc, des réseaux. Donc, réaliser les plans de travail, les activités qui sont prévues,
mener des actions de communication coordonnées et enfin organiser des conférences et des séminaires. Donc en principe, on fait ça ou dans le cadre de biennales avec le réseau Euroguidance ou alors pour des événements plus spécifiques et ciblés, comme ce fut le cas pour le lancement de la conférence Europass. Alors, quels sont les objectifs et les grands enjeux de cette plateforme Europass? Premièrement, c'est répondre à des besoins. Lesquels? Premièrement, on ne présente pas ses compétences, ou plutôt on présente ses compétences différemment à l'ère du numérique. Donc, on va voir comment on peut créer un profil, comment on peut le partager, quelles nouvelles fonctionnalités sont proposées par la Commission européenne, notamment avec une nouvelle fonctionnalité que l'on appelle document numérique, et on rentrera dans le détail tout au long de la présentation. On continue, bien entendu, et comme ça a toujours été le cas, j'ai essayé de le montrer dans le côté historique, on continue à outiller à travers des documents standardisés, reconnus partout en Europe, les compétences à travers des documents. L'Europass Mobilité, le supplément diplôme et le supplément certificat. Ce sont 3 documents qui existent toujours et qui n'ont pas été supprimés dans le cadre de cette nouvelle plateforme. Avec Europass, l'objectif est de valoriser toutes les compétences et toutes les expériences, quel que soit leur contexte d'acquisition, formel, informel, non formel. Ça résonne bien entendu avec les enjeux de l'utilisation des portfolios qui se développent de plus en plus, avec les enjeux du processus de Bologne, qui rappelle d'ailleurs l'utilisation du portfolio pour les étudiants du supérieur, pour tout ce qui est en lien avec les compétences extracurriculaires, et également le sujet des micro-certificats qui commence à se développer, qui prend de l'ampleur et qui sera d'ailleurs l'objet d'un point particulier dans le futur plan de travail Europass. Le défi aussi, c'est d'accéder à de l'information sur l'emploi, sur les formations et sur les compétences. On le verra, à partir du moment où un profil de compétences est bien saisi, on aura la possibilité d'avoir accès à ces données directement sur la plateforme Europass. Et bien entendu, pour que cela soit opérationnel, il faut une meilleure coordination, une meilleure intégration des acteurs en lien avec l'orientation, avec la mobilité, avec les compétences. Je le redis, mais c'est important, c'est tous les enjeux d'avoir le flux de l'offre de formation qui est proposé par le réseau Euroguidance notamment. Comprendre les qualifications en Europe, c'est maîtriser le cadre européen des certifications, avec tous les enjeux donc, de transparence. Finalement, c'est arriver à trouver un langage commun en Europe pour essayer d'avoir une convergence dans la compréhension des diplômes et des qualifications. Et on retrouve également en filigrane la taxinomie des compétences ESCO qui est utilisée dans la plateforme. Et enfin et surtout, une plateforme, c'est exploiter la richesse offerte par la mise à disposition des données. C'est tous les enjeux liés avec l'interopérabilité pour avoir une fluidité de l'échange d'informations et permettre à des bases de données, à des plateformes de pouvoir être connectées entre elles. Voilà les messages que nous avons souhaité donc, vous faire passer dans ces propos introductifs. Et ensuite, on va rentrer progressivement dans les fonctionnalités de la plateforme. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, Mariam, à ce niveau, ou Colline, est-ce que tu vois dans le chat des réactions de la part des participants? Non, il n'y a pas de questions dans le chat, mais si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez prendre la parole directement ou lever la main aussi, avec l'option lever la main. Sinon, je pense qu'on peut passer à la suite. Ok, je continue le PowerPoint. Et Marielle, je te laisse la parole alors. Ok, donc après ce rappel un petit peu d'où vient Europass, comment il s'est construit, parce que c'est important de savoir qu'il y a une nouvelle plateforme là, qui est toute nouvelle depuis quelques mois, depuis l'été dernier, mais que ça ne s'est pas fait en un jour et que c'est le fruit d'un long processus, d'une longue volonté de la Commission européenne de favoriser la transparence, la mobilité des compétences, sur tout le territoire européen. Donc cette nouvelle plateforme, on va rentrer un peu plus dans le détail. On peut la distinguer en 4 grandes fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui est d'aider les citoyens à présenter leurs compétences. Donc comment faire un portfolio de compétences, ça c'était vraiment la base d'Europass. Une deuxième grande fonctionnalité où cette plateforme elle est source d'informations sur énormément de sujets liés à l'emploi, les formations, les certifications sur tout le territoire européen. Une troisième partie qui vise à favoriser l'interopérabilité de cette plateforme avec d'autres plateformes pour qu'elle soit vraiment pratique et utilisable.
Et enfin, la quatrième fonctionnalité, c'est l'émission de documents numériques pour attester de compétences. Donc, on verra ensuite. Tout ça, ça forme la plateforme Europass qui est en parallèle des documents dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, tout simplement, déjà, cette plateforme, c'est une plateforme créée par l'Union européenne. C'est la même dans 35 pays. Elle existe en 29 langues. Toutes les langues de l'Union sont représentées et elle est complètement gratuite. Toutes les fonctionnalités, tout citoyen européen peut accéder à Europass gratuitement. Pour ça, il suffit juste, comme tous les sites Internet aujourd'hui, de se loguer, de créer un compte, un mot de passe et ensuite, on accède comme on veut à tous les services. Donc, voilà l'interface, à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement sur cette plateforme? On va pouvoir construire son profil de compétences en ligne. On va pouvoir stocker toutes ces preuves de compétences. Donc, c'est en même temps une bibliothèque où vous pourrez stocker toutes vos preuves de compétences, quelles qu'elles soient. On peut créer des CV en un clic. On peut créer des lettres de motivation en étant guidé. On peut partager des informations avec des tiers en choisissant quelles informations je souhaite et à qui je partage. On est toujours très maître de ce qu'on veut faire avec ces données. Et on peut obtenir, comme l'a un petit peu dit Laurent déjà, des suggestions d'offres et de formations. Voilà l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme pour ce qui est portfolio. Alors, comment ça se passe? Si vous avez un profil LinkedIn, ce n'est pas très éloigné. Vous allez devoir créer votre profil sur Europass en remplissant tout simplement rubrique par rubrique. La plateforme est assez intuitive, vous vous laissez guider. Donc, des choses assez classiques comme expérience professionnelle, éducation, formation. Mais il y a des choses un petit peu spécifiques dans Europass. On va pouvoir s'auto-évaluer directement sur ses compétences linguistiques à partir du cadre européen commun de référence pour les langues. Et donc, comme ça, évaluer son niveau dans toutes les langues qu'on maîtrise avec ce fameux A1, B2, etc. Les compétences numériques vont faire l'objet d'une auto-évaluation aussi à partir d'un nouveau cadre de référence qui s'appelle DishComp, qui existe déjà, qui permet, c'est pareil, de pouvoir de façon uniforme au niveau européen, pouvoir comprendre ce qu'une personne est capable de faire au niveau numérique. Donc, il y aura différents profils, différentes catégories et on pourra s'auto-évaluer avec des descripteurs très précis. Je suis capable, en termes de recherche d'informations, par exemple, je suis capable d'aller chercher telle donnée, et on pourra s'auto-évaluer comme ça. Et ce référentiel est un référentiel européen. Alors ça, ce n'est pas tout à fait opérationnel. On l'annonce pour le mois prochain ou début d'été. Ensuite, on peut remplir autant de sections que l'on veut. C'est-à-dire que là, vous avez les choses très formelles. La plateforme vous propose des rubriques déjà nommées, mais à chaque fois, vous pouvez rentrer toutes les autres rubriques que vous souhaitez. Par exemple, vous avez des engagements, des activités citoyennes. Vous pouvez créer une rubrique engagement citoyen. Vous pouvez créer une rubrique mobilité européenne. Vous pouvez créer une rubrique réalisation artistique ou alors une rubrique performance sportive. L'idée, c'est de mettre toutes ces expériences, puisque le principe même, c'est que toutes les expériences sont source de compétences. Donc, on ne met pas que les diplômes et les certifications, on met tout ce qu'on réalise en dehors et qui nous crée des compétences. Voilà, donc votre profil, il est sans limite. Vous pouvez, et l'idée d'Europass, c'est d'être utilisé tout au long de la vie. Donc, évidemment, ce profil, on l'enrichit au fur et à mesure de nos expériences. L'intérêt, chaque fois qu'on saisit une expérience, on stocke sa preuve. Tout simplement parce que la mémoire est faillible. Tu peux passer la diapo, Laurent. C'est pas... Voilà, et qu'on ne peut pas avoir tout dans la tête tout au long de sa vie. Donc, on a un diplôme, eh ben, on le scanne, on le range dans une rubrique qu'on appelle certificat et diplôme. On fait des formations. Donc, pour ma part, j'en ai fait beaucoup. Je n'ai pas gardé toutes les attestations. Certainement que j'ai oublié plein de choses. Donc, maintenant, voilà, je me crée une rubrique attestation de formation et à chaque fois que je fais une formation, je mets mes attestations. Je peux créer une rubrique lettre de recommandation, attestation de stage. Voilà, chaque fois que j'exprime une expérience, j'essaye de stocker la preuve pour pouvoir à tout moment, auprès d'un employeur un jour, pouvoir lui dire je peux vous proposer de vous prouver que j'ai telle expérience et telle compétence. Aujourd'hui, les employeurs ont besoin de preuves. Voilà, ça c'est la partie bibliothèque. Ensuite, vous avez une fonctionnalité que vous pouvez activer ou pas, ça c'est au choix de la personne, mais qui va vous permettre d'aller plus loin dans vos compétences en vous suggérant des compétences à partir des expériences que vous avez remplies. Vous avez développé, vous avez eu telle expérience,
Et la plateforme, grâce à des algorithmes, va pouvoir vous suggérer des compétences auxquelles peut-être vous n'avez pas forcément pensé, vous n'avez pas pensé à exprimer. Donc, elle les exprime comme ça, vous voyez, dans la partie suggestion. Et si vous vous reconnaissez dans cette compétence, établir des priorités quotidiennes, par exemple, bah oui, je n'ai même pas pensé à le dire tellement ça me paraît évident, bah, c'est une compétence. Donc, on clique dessus et ça s'ajoute dans un profil de compétences, comme vous le voyez dessous, avec des rubriques qui sont déjà organisées, tout ce qui est communication, tout ce qui est attitude, tout ce qui est commerce, voilà. Et ça vous range automatiquement les compétences que vous avez taguées, que vous avez sélectionnées dans ce profil de compétences. Ensuite, la plateforme va pouvoir, afin de vous suggérer ensuite des offres d'emploi ou de formation, elle va essayer vous allez pouvoir plutôt définir vos centres d'intérêt. Et ça, c'est pareil, les centres d'intérêt, ils évoluent tout au long de la vie. À un instant T, par exemple, ça peut être développer des nouvelles compétences et améliorer mes compétences linguistiques. Un peu plus tard dans sa vie professionnelle, ça peut être changer de métier, se reformer. Voilà, les compétences, voilà, les centres d'intérêt, ils vont complètement évoluer. Donc, à l'instant où on utilise la plateforme, on sélectionne quels sont ces centres d'intérêt. Quels sont, si vous avez des velléités de partir à l'étranger, est-ce que vous avez des lieux favoris? Ça peut être la France, vous voyez, j'ai même été Bordeaux-la France, hein, donc vraiment très restrictif dans mes choix au début. Et puis après, vous pouvez ajouter des villes ou des pays européens si vous avez envie d'évoluer vers ces horizons-là. Et puis un petit peu ce qui vous anime, vos centres d'intérêt, ce qui vous plaît. Voilà, comme ça, la plateforme va pouvoir intégrer vos compétences, vos expériences et vos objectifs de vie, que ce soit professionnel ou personnel. Vous pouvez également créer un profil en langue étrangère. Donc là, ça va vous permettre de créer votre profil, ce que je vous ai défini, vos rubriques, vos preuves, etc. Et puis, il y a 29 langues possibles. Vous allez pouvoir créer votre profil en anglais, votre profil en allemand, en espagnol. Alors, dans la création d'un profil en langue étrangère, c'est toutes les rubriques qui sont déjà traduites. Le contenu, par contre, n'est pas automatiquement traduit par la plateforme. On aurait bien aimé, mais en fait, il n'existe pas de traducteur assez puissant, assez performant pour traduire sans erreur comme ça des contenus, surtout des contenus de compétences, de formation, d'emploi. Donc voilà, c'est à la personne, à l'utilisateur de traduire le contenu, mais toute la rubrique, toute la trame est déjà traduite en langue étrangère. Donc ça, c'est une possibilité pour développer le multilinguisme aussi. Et donc, à partir de votre profil, vous avez complété votre profil, vous allez pouvoir créer des CV. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité de la plateforme et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très plébiscité par les utilisateurs parce qu'une fois qu'on a fait le CV, on peut vraiment créer son profil en quelques clics. Je vous montre. Donc, votre profil, on sélectionne créer son CV, commencer par le profil. Laurent, si tu veux. Voilà. Et ensuite, donc, ça va vous remettre tout le profil que vous avez saisi avec des petites cases en haut. Sélectionnez le profil entier. Alors, soit vous voulez tout le profil, vous mettez tout. En général, au début, on met tout. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on a d'expérience, plus on va sélectionner les expériences pour répondre à une offre d'emploi à 45 ans. On sélectionne les 2-3 offres d'emploi les plus pertinentes. Dans ce cas-là, on n'a qu'à cocher sur les expériences et en un clic, ça vous donne une proposition de mise en page du CV sous 3 formats différents. Vous avez 3 mises en page possibles aujourd'hui. Donc voilà, vous avez votre identité en haut de façon horizontale ou alors verticale, ou alors voilà, et vous sélectionnez une mise en page et vous avez un profil qui est édité automatiquement avec les informations que vous avez choisies. Donc, soit en cochant une case, tout le profil, soit en cochant que celle que vous voulez marquer. Vous pouvez ne pas mettre votre date de naissance, vous pouvez ne pas mettre, vous pouvez ne pas mettre toutes vos expériences extra, tout ce qui est hors curriculaire, etc. Enfin, vous sélectionnez. Voilà pour la réalisation de CV qui se fait vraiment en un clic et de façon très rapide. Et ce CV, vous pouvez l'intégrer, évidemment, c'est de tout stocker. Donc, vous pouvez, dans votre bibliothèque, créer un espace CV. Vous mettez un CV pour tel type d'emploi, un CV pour un stage, un CV pour… Voilà. Vous pouvez vous créer autant de rubriques dans la bibliothèque aussi. Et on peut faire la même chose avec les lettres de motivation. Également, donc la plateforme permet de réaliser des lettres de motivation. Je ne voulais pas forcément montrer là, mais de façon très guidée, pareil, pas à pas. Ça, c'est pour les personnes qui ont peut-être moins l'habitude d'en faire, mais c'est assez codé, une lettre de motivation. On met le destinataire, on met l'objet, on met les formules de politesse, le contenu, etc. Donc, la plateforme vous aide pas à pas à créer votre lettre.
Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partager des informations. Donc ça, on le fait pour soi, on a créé son profil, on a créé ses CV, et ensuite, on peut partager autant de toutes les informations qu'on souhaite. Donc souvent, quand on postule à une offre d'emploi, on envoie son CV, aujourd'hui par mail, on ne fait plus du tout par la poste, on envoie son CV en pièce jointe, mais peut-être qu'un employeur, ça peut l'intéresser aussi d'avoir accès à autre chose. Vous postulez, comme on l'a dit, on sélectionne une ou deux offres, une ou deux expériences, mais vous êtes plein d'autres expériences, chacun de nous a plein d'autres choses à faire valoir, et ça peut intéresser un employeur de savoir que vous êtes investi dans telle ou telle cause, que vous faites ça en dehors, que vous maîtrisez telle compétence en plus de ce qui est demandé. Pour ça, vous pouvez partager votre profil, ce que vous voulez montrer de votre profil grâce à un lien. Donc, c'est très simple. On clique sur « Partager le profil » et vous générez un lien, mais ce lien, vous pouvez lui donner une date de validité. C'est-à-dire que la personne à qui vous envoyez ce lien, il ne va pas pouvoir aller voir votre profil pendant des années. Vous voulez le donner à voir pendant 1 mois, pendant 15 jours, pendant 3 jours, pendant 1 an. C'est vous qui choisissez la date de validité. Et quand vous envoyez ce lien, à partir du lendemain de cette date, le lien n'est plus valide. Et on va voir ce que le destinataire reçoit. Il reçoit un profil bien mis en page, propre, voilà, toujours sur ce même format aux couleurs d'Europass, avec vos rubriques, les rubriques que vous avez sélectionnées. Mais là encore, en partageant, on peut choisir de ne montrer que telle ou telle information. C'est toujours l'utilisateur qui décide de ce qu'il veut montrer et à qui, et combien de temps. Voilà donc les possibilités qu'offre la plateforme. Ça, c'est pour la partie vraiment valoriser ses expériences, ses compétences, créer son CV, montrer ce dont on est capable. Après, Laurent vous a parlé justement du côté nouveau de cette plateforme, complètement novateur, c'est de donner accès à l'offre de formation en Europe et aux offres d'emploi en Europe. Pour ça, la plateforme est connectée à des bases de données européennes, toute l'offre de formation en Europe. Donc ça, c'est le travail du réseau Euroguidance, de collecter cette donnée. En France, eh bien, il y a l'ONICEP qui connecte le flux de la formation initiale et puis le réseau des Cariforef qui connecte le flux de la formation continue. Et ces flux sont agrégés, transmis à la plateforme pour donner une base de données sur toute l'offre de formation en France et en Europe. Et vous avez 2 façons d'y accéder. Soit vous recherchez spontanément, je recherche une formation via la plateforme, c'est ce que je vous ai montré. Soit, si vous cochez ça dans vos paramètres, vous pouvez recevoir des suggestions qui vous correspondent en fonction de ce que vous avez sélectionné en termes de profil et en termes de centre d'intérêt. Voilà. Et il y a la même chose pour l'emploi. Euroguidance, c'est tout ce qui est formation, mais EURES, c'est le service public de l'emploi. EURES, c'est une base de données qui connecte toutes les offres d'emploi au niveau européen. En France, c'est Pôle emploi qui, tous les jours, fait remonter à EURES les offres d'emploi disponibles pour les Européens. Donc, c'est des milliers d'offres d'emploi qui sont dans cette base de données et auxquelles on a accès aussi directement via la plateforme Europass, soit en recherche spontanée, en mettant les mots-clés, le lieu, l'intitulé, enfin, les différents moteurs de recherche possibles, soit, si vous êtes en recherche d'emploi, la plateforme peut vous suggérer des emplois qui pourraient correspondre avec votre profil et vos centres d'intérêt. Alors, la plateforme est créée depuis quelques mois, on vous l'a dit. Ça, c'est un processus dans le codage des données. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais un processus assez long pour chaque pays. Donc, voilà, la base de données n'est pas encore complètement finalisée pour chaque pays. À chaque fois, on vous dit un petit peu quel pays a déjà mis son offre de formation. Par exemple, l'offre d'emploi, c'est opérationnel parce que la base de données EURES existe déjà. Mais cette base de données de formation agrégée comme ça, voilà, chaque pays est en train de fournir les flux. Donc, la France, c'est d'ici quelques semaines, ou là, opérationnel d'ici quelques jours ou quelques semaines. Mais tous les pays n'en sont pas au même stade. Au final, voilà, il y aura une offre de formation globale, mais c'est encore en finalisation, on va dire. Voilà, donc c'est un outil pour valoriser ses compétences, pour créer des CV, pour chercher des formations et des emplois, et aussi pour ouvrir un petit peu le champ des possibles au niveau européen, mais on peut complètement utiliser cette plateforme que pour un champ national. On n'est pas obligé d'avoir envie de partir à l'étranger pour utiliser Europass. Bien au contraire, ça peut être un outil à utiliser même si on veut valoriser et trouver des emplois et des formations en France. Alors, comme je vous disais, voilà, vous avez le choix pour tout ce qui est suggestion. Vous allez dans les paramètres et que ce soit les compétences que je vous ai montrées au début pour
recevoir des compétences, recevoir des offres d'emploi ou recevoir des suggestions de formation, ça, c'est si vous le souhaitez et il faut cocher oui pour les recevoir. Hein. C'est pas, on ne vous abreuve pas d'informations et de suggestions si vous n'êtes pas du tout en recherche d'emploi ou en recherche de formation. Et si vous l'êtes, vous cochez cette case et vous recevrez des suggestions. Et voilà comment ça se présente sur la diapo d'après. Vous allez dans Mon Europass et les suggestions s'affichent directement dans votre profil comme ça. Alors, je vois qu'il y a une question. On peut la prendre. Je ne la lis pas. Tu peux y répondre directement. Alors, je ne sais pas si voilà, peut-être la lire quand même pour oui. ceux qui n'ont pas accès, qui ne voient pas le chat. Alors, je la lis. Bonjour. Concernant les offres d'emploi en France, est-ce qu'on va retrouver les mêmes offres que la PEP ou d'autres secteurs sont associés? C'est-à-dire, en fait, est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Oui, Béatrice, oui, allez-y. Oui, en fait, je me pose la question de savoir, parce que la place de l'emploi public publie déjà les postes des 3 fonctions publiques, des 3 versants de la fonction publique en France. Et je me demandais, est-ce que le secteur privé serait associé, donc est-ce qu'on aurait sur Europass, est-ce qu'on pourrait justement avoir accès à des offres du secteur privé, en plus voilà, de ce qu'on retrouve déjà sur place de l'emploi public, mis à part ce qu'on va trouver sur l'Europe, mais en France. D'accord. Merci, je comprends mieux parce qu'en fait, le PEP, ce n'était pas très clair pour moi. Ben, tout à fait, en fait, sur les offres d'emploi, quand je vous dis que ce sont les offres qui arrivent chez Pôle emploi qui sont remontées pour la France, c'est pareil dans tous les pays, c'est le service de l'emploi national qui fait remonter les offres, donc c'est même surtout des offres privées. Voilà, c'est surtout des acteurs privés qui font remonter leurs offres d'emploi. Tout à fait. Peut-être juste une question, Marielle, concernant du coup effectivement cette remontée d'informations. C'est vrai que Pôle emploi capte quand même une certaine partie des offres d'emploi du marché. Est-ce qu'il y a une consolidation de toutes les offres, notamment avec les offres de l'APEC ou d'autres acteurs, enfin d'autres plateformes telles quelles, ou c'est uniquement les offres de Pôle emploi? Alors ça, c'est Pôle emploi en tout cas qui transmet le flux. Ça, je sais que ce sont qui est l'acteur qui transmet le flux de formation. Après, les offres APEC, je ne sais pas si elles ne sont pas intégrées aux offres Pôle emploi. Je me pose la question. J'aurais pas, peut-être s'il y a quelqu'un de Pôle emploi ou de l'APEC avec nous, serait peut-être mieux placé pour répondre. Pour moi, les offres de l'APEC pouvaient être intégrées aux offres Pôle emploi, mais je préférerais que ce soit quelqu'un de la maison qui vous confirme. Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'avec l'APEC, par exemple, il y a un lien entre l'APEC et Europass, puisque sur la plateforme Europass, l'APEC est indiquée comme pour les jeunes diplômés ou les cadres, comme l'acteur direct français pour l'emploi en France. Il y a un lien direct, mais sur les offres d'emploi, je sais qu'en tout cas, celui qui transmet, c'est Pôle emploi. Donc, ma question, et là, je ne vais pas savoir, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, si les offres que l'APEC reçoit ne sont pas aussi intégrées dans les offres Pôle emploi classiques. Je chercherai, enfin, je pourrais obtenir facilement la réponse et vous la communiquer, mais là, je ne me risquerai pas à vous affirmer ça tout de suite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que… Non, c'est bon. Bon, on peut continuer. Presque fini sur les fonctionnalités du portefeuille. Donc voilà en tout cas comment ça se présente sur la plateforme. Vous avez dans Mon Europass, ça synthétise un petit peu. Vous pouvez afficher votre profil, créer votre CV à partir de… C'est vraiment un petit peu la page clé en fait. Ensuite, vous avez tout, votre profil compétences, vos centres d'intérêt, vous avez tout sur cette diapo. Donc, dans la diapo suivante… C'est bloqué, Marielle. Ah, alors, un petit blocage, un petit souci technique. Je suis désolé. Hop,
Arrêtez, je vais relancer, c'est clairement bloqué. Alors, voilà. Alors, On Ah, a mais eu tu une avais fini. réponse dans le chat entre-temps qui explique les flux des offres Pôle emploi concernent a priori la totalité des offres dont Pôle emploi est agrégateur. voilà, bon, je n'aurais pas affirmé, mais voilà, il me semblait bien que ce flux des offres d'emploi, ça reprenait aussi bien, enfin, comme Pôle emploi, c'est vraiment l'acteur voilà, du service public de l'emploi, tout ce qui est mission locale, APEC, tout ça, ça passe par les offres. Bon, ben voilà, c'est très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Le groupe a toujours la réponse, c'est toujours. Voilà, donc moi j'en ai fini pour cette partie vraiment portfolio, comment la plateforme permet à tout individu d'essayer de montrer ses compétences, déjà d'en prendre conscience, parce que quand on fait son portfolio comme ça, en mettant toutes ses expériences, en stockant ses preuves, on se rend compte qu'on est riche de plein de choses, et ça c'est déjà un premier atout très important, de voir comment on peut les communiquer avec les CV qui se font en un clic, les lettres de motivation possibles, le partage du profil, le fait de pouvoir le faire en français ou dans toutes les langues possibles également. Et puis voilà, une autre fonctionnalité, je vais laisser la parole à Laurent pour vous détailler tout ce que ensuite. Je t'embête juste, Marielle, avec une dernière question de Fatima qui demande s'il est possible de créer un lien entre Europass et une autre plateforme en ligne. Alors ça, c'est tout l'objet de la petite case rose qui s'appelle interopérabilité. Donc oui, ça va être possible et on encouragera vraiment cette chose-là, c'est que cette plateforme puisse, on y reviendra juste après, mais puisse être interconnectée avec d'autres, tout à fait. J'y reviendrai, je garde la question. Je vais laisser la parole à Laurent pour vous montrer tout ce que la plateforme peut contenir comme information aussi possible pour les individus ou les professionnels même. Voilà, donc du coup, on va aborder le deuxième pilier de la plateforme Europass qui concerne l'information, avec l'idée de la Commission européenne d'être un guichet unique sur les sujets d'éducation et de formation en Europe pour aider les citoyens à obtenir justement donc, de l'information de qualité sur ce qui se passe ailleurs en Europe, donc dans les différents pays. Donc, on vous a fait très rapidement une succession donc, de captures d'écran pour vous montrer un petit peu les informations que vous allez pouvoir trouver dans la plateforme. Alors, une grosse partie va concerner l'orientation et l'organisation des systèmes éducatifs en Europe. Donc, vous avez à gauche de l'écran, choisissez un pays, tous les différents pays qui apparaissent via un menu déroulant. Vous cliquez sur le menu, sur le pays qui vous intéresse, et ça va renvoyer alors à la fois sur les différentes agences Erasmus donc, qui pilotent la plupart du temps donc, les dispositifs, mais également d'autres sites nationaux utiles. Alors, ce sont des sites nationaux qui ont été référencés, qui ont été validés par les ministères donc, des différents pays afin d'avoir donc, des sites qui sont un peu sécurisés, on va dire, donc, au niveau de l'information avec une force valeur ajoutée d'un point de vue qualitatif. Donc, une première slide sur les possibilités d'apprentissage. Même logique également sur l'emploi en Europe, même fonctionnalité. On choisit un pays qui nous intéresse et on va être renvoyé vers différents sites nationaux utiles et qui peuvent vous fournir donc de l'information. On a par exemple aussi les renvois vers les sites ENIC-NARIC qui sont toujours extrêmement pertinents pour pouvoir donc comparer les formations si d'aventure certaines personnes veulent aller travailler dans d'autres pays et faire reconnaître leur titre ou leur certification. Une grande partie Europass, on l'a dit dans les propos donc, introductifs, c'est tout ce qui est en lien avec le cadre européen des certifications. Il y a un tableau de comparaison qui est extrêmement bien fait entre tous les cadres nationaux, les différents pays et la dorsale du cadre européen des certifications. Il y a le rapport de référencement qui vient juste de sortir, qui a été piloté par France Compétences, qui va être intégré également sur le site. Donc, si vous voulez obtenir des informations extrêmement précises sur le CEC, c'est maintenant à travers la plateforme Europass. Vous avez également de l'information, tout ce qui est en lien avec la validation de l'apprentissage non formel et informel. Alors en France, ça désigne clairement tout ce qui est VAE, la validation des acquis de l'apprentissage et de l'expérience. Mais dans les autres pays, on a également des façons de faire qui sont différentes. Et vous allez cliquer via un menu déroulant le pays qui vous intéresse et vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui est mis en pratique dans ces différents pays.
Même logique sur planifier sa carrière avec Europass. Si un citoyen envisage de partir en Europe pour aller travailler, pour y faire sa carrière, quelle information pertinente il va pouvoir trouver, notamment avec les professions qui sont certifiées. Il y a parfois donc des réglementations spécifiques en fonction donc des pays. De l'information, bien entendu, sur les documents Europass, Europass Mobilité, supplément au diplôme, supplément au certificat. Donc, c'est assez complet. Alors, c'est peut-être plus un usage professionnel que grand public. Nous, c'est une plateforme qui a été testée et qui est vraiment devenue l'outil de référence avec les conseillers d'orientation psychologues qui se servent vraiment de cet outil pour affiner les entretiens qu'ils peuvent avoir pour les conseils en mobilité en Europe. Et enfin, à venir, est attendue également une veille stratégique sur les besoins en compétences en Europe. Là, en fait, c'est le panorama des compétences qui est actuellement piloté par le CDFOP et qui intègre en un seul portail des données, des informations sur les besoins et l'adéquation des compétences. Alors, ça provient de plusieurs sources de sites européens et internationaux différents. C'est assez pertinent. Bon, c'est peut-être très technique, mais ça donne quand même des informations sur les besoins en Europe, les besoins donc en compétences. Et enfin, un outil qui est finalisé sur les aptitudes et les certifications pour les ressortissants dans des pays tiers qui arrivent en Europe et qui n'ont pas forcément les mêmes codes, le même vocabulaire pour parler de leurs compétences. Donc, il y a des outils qui ont été développés, qui sont en cours de test et qui vont être à terme mis sur cette plateforme Europass. Et je complète voilà pour juste la partie information. Oui, Marielle. Juste sur cette dernière diapo, c'est vraiment, on voit vraiment par tous ces outils, toutes ces fonctionnalités qui vont être mises en place sur la plateforme petit à petit, que la volonté européenne, c'est vraiment de permettre aussi à tous les citoyens de faire des choix en fonction des besoins. C'est-à-dire que voilà, les compétences, une fois qu'on pourra visualiser où sont les compétences en Europe, par exemple, on a besoin de boulanger dans tel pays, que les personnes puissent se former, s'orienter en fonction de là où est le besoin pour arriver à une adéquation des besoins en compétences et des compétences réelles des citoyens européens. C'est vraiment la finalité de gérer ces compétences pour trouver des emplois. On voit bien avec tous ces outils qui sont mis en parallèle directement sur la plateforme. Voilà, Europass, plateforme de gestion des compétences et des carrières, effectivement. Donc, du coup, Marielle, ça va faire le lien avec la question qui a été posée à l'instant sur l'interopérabilité. Tout à fait. Donc, c'est vrai que cette plateforme, elle est européenne, elle est gratuite. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déconnectée de son statut. C'est-à-dire que pour créer un profil Europass, on peut être collégien, on peut être lycéen, on peut être demandeur d'emploi, on peut être salarié, on peut être… on peut vraiment être… de ne pas avoir de statut particulier, contrairement à d'autres, parce qu'il existe d'autres plateformes, d'autres portefeuilles de compétences, par exemple, mais ça peut être des régionaux, quand on est à l'université ou quand on est demandeur d'emploi. Mais après, voilà, là, c'est un compte qu'on crée quand on le souhaite et qu'on garde tout au long de sa vie, avec des données, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même important aujourd'hui, c'est que, évidemment, toute cette plateforme est sous le sceau du contrôle RGPD au niveau européen. Donc, les données ne sont pas confiées à une entreprise privée, mais sont bien maîtrisées par l'Europe avec toutes les normes très strictes de respect des données qu'on connaît avec le RGPD. C'est important de le dire. Donc, cette plateforme, pour qu'elle soit vraiment efficace, puisqu'il en existe d'autres, parce que voilà, on a tous aussi, comme je vous disais, un profil LinkedIn, etc., ou déjà un profil qu'on a fait à l'université. Le souhait, c'est qu'on puisse faire communiquer les plateformes entre elles pour favoriser l'échange d'informations. En fait, celle-ci, elle est assez complète. Et elle est ouverte sur l'Europe. Il y en a peut-être d'autres qui sont moins avec cette vision européenne, mais on n'a peut-être pas forcément besoin d'ouverture sur l'Europe tout le temps. Mais l'idée, c'est de permettre aux citoyens, quand il y a eu, par exemple, créé un portefeuille de compétences quand il est à l'université, de ne pas devoir tout ressaisir ces données s'il veut se créer un profil Europass, mais qu'en un clic, il puisse transférer ces données d'une plateforme à l'autre pour pouvoir après bénéficier des autres fonctionnalités de cette nouvelle plateforme. C'est ça l'interopérabilité, c'est de permettre
alors avec des choses un petit peu techniques derrière, des API, des choses comme ça, de transférer les données et de les mettre au bon endroit dans les deux plateformes différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu dans la plateforme, qui n'est pas encore opérationnel parce qu'on en est à finaliser un peu mais le chantier de 2021-2022. Et bien sûr alors il y a déjà une interopérabilité avec la plateforme EURES qui existe par ailleurs. On peut aller se connecter sur EURES tout à fait indépendamment d'Europass, mais par contre les plateformes sont interconnectées, les données d'EURES sont disponibles dans la plateforme Europass. Depuis la plateforme Europass, on peut aller poster son CV directement sur EURES. Voilà, il y a déjà des interconnexions possibles. Donc ça sera possible de le développer avec d'autres plateformes. Donc nous, avec Laurent, on est en charge du développement de cet outil en France. Donc l'intérêt, ça sera de trouver les plateformes avec lesquelles c'est intéressant d'être interopérable. Après, les possesseurs de plateformes peuvent nous faire signe aussi si elles souhaitent être interopérables avec Europass. On est en lien avec déjà pas mal de personnes pour rendre ces échanges possibles. Donc pour l'utilisateur, c'est vraiment éviter de ressaisir ces données chaque fois. Et pour les établissements, ça peut être aussi intéressant d'être interopérable avec un outil européen reconnu, le même dans tous les pays. Voilà, il y a ce côté aussi qui peut être valorisant d'afficher le côté ouverture européenne. Voilà. Pour ce qui est de l'interopérabilité, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Il y a une question à laquelle Mariam a répondu, mais pour ceux qui n'ont pas accès au chat, c'était comment sont mesurés les besoins en compétences en Europe? En France, BMO de Pôle emploi, pour l'interrogation. Et Mariam a répondu, et tu pourras compléter, Marielle. Le CDFOP a mis en place une veille sur les compétences les plus recherchées par les employeurs en analysant les offres d'emploi en ligne à partir des portails emploi. En fait, je pense que c'est le même principe, sauf que le travail du CDFOP, c'est agrégé au niveau européen, mais effectivement, ça revient à la même chose que le BMO, où sont les besoins en main-d'œuvre sur le territoire français. Et le CDFOP, l'outil qui s'appelle Skills Panorama, qui sera intégré à la plateforme, c'est où sont ces mêmes besoins à l'échelle européenne, de façon agrégée. C'est tout à fait ça. Je ne sais pas si ça a répondu suffisamment. On peut merci. Merci. Donc, avec la dernière partie sur les documents numériques, qui sont une autre fonctionnalité de la plateforme. Alors, autre fonctionnalité, et puis il faut reconnaître que c'est le chantier dont il va falloir s'attaquer là, pour la prochaine programmation 2021-2023. En fait, on a commencé à parler de ce sujet de documents non numériques au cœur même de la décision Europass, puisqu'il est écrit dans l'un de ces articles ou dans l'un des considérants, je ne sais plus trop, l'Europass permet le recours à des services d'authentification pour tout document numérique ou toute déclaration contenant des informations sur les aptitudes et les certifications. Donc ça nous a beaucoup interrogés, questionnés, on ne savait pas réellement quelle réalité se cachait derrière l'article de la décision. Et ça a été ensuite constamment repris dans différents textes européens. Donc, c'est vraiment une priorité. C'est un sujet qui est prioritaire, qui est vraiment axé, bien entendu, dans le sujet du numérique. Plan d'action pour l'éducation numérique en 2018. Donc, on nous dit bien qu'il y aura une intégration des qualifications signées numériquement dans la plateforme Europass. C'est également repris dans la stratégie européenne des données, publiée en 2020. Où il est question d'un modèle de gouvernance pour la gestion du cadre de données d'identification numérique Europass avec les États membres et les parties prenantes. Alors, ce cadre technique, il existe, c'est l'EDCI, European Digital Credential Infrastructure, donc qui est pleinement opérationnel. Ça a été présenté par la Commission européenne. Maintenant, il faut voir quelle va être l'appropriation nationale de ce cadre-là. Et enfin, dans l'agenda européen dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'agenda européen des compétences pour une compétitivité durable, équité sociale et résilience 2020, il est question de cette nouvelle plateforme Europass et de l'utilisation des documents numériques. Alors en fait, on va peut-être commencer par une définition. C'est quoi un document numérique? C'est un fichier numérique qui peut être émis par un établissement, alors d'éducation et de formation, c'est très large, qui va pouvoir décrire les qualifications et qui peut contenir des informations qui sont extrêmement diverses.
Ça peut être des informations sur les cours qu'un étudiant a suivis. Ça peut être le supplément Europass qui pourra être délivré en utilisant le cadre des CI. À terme, ça pourra être même des diplômes, des attestations, des notes obtenues, mais également donc, des projets ou tout type de réalisation. Donc, on voit quand même que le spectre, le périmètre donc, des possibles est extrêmement large. Alors, on a eu un petit schéma qui a été proposé par la Commission européenne qui est plutôt bien fait. En fait, on va avoir donc une personne qui sera reconnue en capacité d'identifier, en capacité de documenter une compétence donc, à une tierce personne, qui pourra ainsi la délivrer à la personne. Cette personne pourra la partager à une tierce personne de son choix. Ça peut être un employeur, ça peut être un autre établissement d'éducation et de formation pour prouver la preuve qu'il prétend avoir. La personne qui va recevoir ce titre numérique pourra la vérifier, parce qu'il y aura l'utilisation de la technologie donc blockchain. En fait, c'est une technologie qui rend infalsifiable donc, ces données donc, numériques. Et l'idée, c'est que ce titre numérique il soit stocké par le bénéficiaire dans l'espace bibliothèque du portfolio Europass. Donc voilà un petit peu tout le cheminement que va prendre les documents donc, numériques, une identification de la compétence pour pouvoir la délivrer, la partager, vérifier l'exactitude des titres, puis avoir recours au format papier, et ensuite stocker la preuve dans une logique de construction de portfolio de compétences. Alors, les enjeux, c'est bien de disposer de documents numériques pour présenter ces compétences à une tierce personne. On vient de le voir, stocker ces documents numériques dans l'espace bibliothèque dédié du portfolio Europass, pouvoir les partager via un lien numérique avec la personne de son choix, et surtout l'intérêt, c'est de le faire depuis la plateforme Europass. On voit vraiment que ça devient vraiment l'outil de pilotage complet et total donc, de ces compétences. On choisit ce qu'on veut partager, à qui on veut le partager et comment donc le partager. Et enfin, ça permet de façon plus générale de lutter contre la fraude, de lutter également donc, contre les faux diplômes, puisque cette technologie, elle est présentée comme étant infalsifiable. Alors, pour l'instant, c'est un sujet pour nous qui est nouveau. On commence à travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, la DGESCO et également donc, la DGCIP, parce qu'ils sont également donc, extrêmement donc, impactants, notamment au niveau de tout ce qui est en lien avec la qualification et la certification. C'est une priorité donc, du plan de travail et on saura même de vous donner plus d'informations, je pense, dans les mois qui viennent pour savoir comment la France se saisit de cette possibilité numérique qui est toute nouvelle, mais qui donne en tout cas de jolies perspectives, il me semble. Ça, voilà, c'est en lien aussi avec tout ce qui est micro-certificats, là, dont on parle beaucoup. C'est pareil, l'Europe a vraiment la volonté que voilà, des micro-certificats puissent être délivrés, déjà qu'ils existent, et qu'ensuite qu'ils puissent être délivrés de façon sécurisée, facilement, que les citoyens puissent recevoir, partager. Voilà, c'est vraiment l'idée de la circulation de la compétence et surtout de la compétence vérifiable, non falsifiable et reconnue. Donc, voilà, tout ça s'ancre dans cette idée. Et j'en profite, je vois du coup une question. Je n'avais pas fermé le chat, mais ça me permet de voir une question. Une personne qui demande si les personnes enregistrées dans la plateforme pourront-elles être contactées par des recruteurs, au principe d'une chasse. Non. La réponse, c'est non. Vos données, si vous ne choisissez pas de les partager, elles ne seront visibles par personne. Cependant, vous pouvez directement via la plateforme poster votre CV sur EURES, où là, le CV est ouvert aux recruteurs. Après, l'idée en France, c'est qu'on développe aussi cette interopérabilité avec, par exemple, des job boards. La précédente plateforme Europass était déjà interopérable avec Monster, c'est-à-dire qu'on pouvait poster directement son CV sur Monster. Et là, Monster offre la possibilité employeur d'aller regarder des CV. Mais sur votre plateforme, c'est un espace privé. Tant que vous ne choisissez pas de partager avec quelqu'un sur une autre plateforme ouverte, vos données ne seront pas, on ne pourra pas les chercher dans vos données. Je pense que tu peux continuer parce qu'il y a une deuxième question qui a suivi. Ouais, je lis ou je te laisse faire, Marianne? Allez, est-ce que les propriétaires de comptes Europass disposent d'une fonction pour récupérer leurs données? Alors, ça doit être envisagé dans tout ce qui est normes RGPD de contrôle de données, de pouvoir à chaque fois récupérer. Mais si c'est une fonction, est-ce que ça va plus loin? Est-ce que la question, c'est
je ne sais pas, un bouton spécifique ou quelque chose comme ça. Là, je vous avoue que je ne Je sais pense pas. que oui, je pense que oui, effectivement, donc, ça fait partie du package RGPD, ça, il faudra vérifier. Oui, c'est comme tout ce qui est RGPD, on inclut vraiment Ouais, la propriété de ces données, on peut à chaque fois intégral, décider ouais. de… Voilà. Mais je ne sais pas comment c'est formulé exactement sur la plateforme, si c'est il y a un lien Il faut voir spécial, mais dans les paramètres, je pense, mais on pourra sinon certainement poser que la oui. question, ouais, pour affiner la réponse. Ouais. Alors, si on peut continuer, du coup, Oui, là, on aborde la partie, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette plateforme concrètement? Là, on vous a montré un petit peu tout ce qu'il était possible de faire. Donc, on vous a dit beaucoup qu'il y avait des choses qui étaient en construction, c'est vrai, hein, mais il y a quand même plein de choses opérationnelles. Toute la première partie, portfolio, création de CV, partage de données, création de profil, aller chercher des offres d'emploi, des offres de formation, tout ça, c'est quasiment abouti. Maintenant, comment le monde de la formation, de l'emploi peut s'en servir aujourd'hui? Les utilisations sont vraiment très larges. Déjà, c'est une plateforme qui est vraiment orientée pour un citoyen, c'est-à-dire qu'elle a été conçue pour être, évidemment, ça demande d'être quand même un minimum en maîtrise de l'outil numérique, hein, on revient toujours au même, une plateforme numérique, voilà, donc ça va être le seul frein, en fait, la seule limite à l'utilisation de la plateforme, c'est d'avoir une connexion, un accès à un ordinateur. Enfin, le site est responsive, donc on peut faire tout d'une tablette ou d'un téléphone aussi. Mais voilà, comment après on va pouvoir s'en servir concrètement? Dans le monde de l'éducation et de la formation, ça peut être, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'âge pour commencer à utiliser Europass. Et puis le fait de commencer à réfléchir à qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai fait déjà, ça peut commencer très tôt. Nous, vraiment, on préconise dès le collège les premiers stages en entreprise, la découverte, le stage de troisième, voire des fois c'est en quatrième, tous les petits jobs qu'on fait à côté, le babysitting qu'on commence, les actions citoyennes qu'on commence à faire, aller ramasser des déchets sur les plages, aller entraîner les plus jeunes dans son club, tout ça, c'est des expériences. Évidemment, ça développe des compétences transversales, mais c'est très, très important de pouvoir les valoriser, et ce, dès le plus jeune âge, et surtout de garder des petites preuves petit à petit, parce qu'après, on ne se rappelle plus les premières mobilités qu'on fait à l'école, etc. Donc déjà, de développer cette démarche portfolio qui n'est pas spontanée. On commence avec certains outils à compiler ce qu'on sait faire, mais de commencer tôt, de mettre à jour, d'y revenir, de dire tiens, j'ai fait ça, je vais le rajouter à mon profil. Ça, ce n'est pas quelque chose d'inné, donc c'est quelque chose qui peut être porté avec un outil comme ça, qui est vraiment accessible à tout le monde. Ça développe évidemment l'approche compétences. On raisonne en compétences, les expériences doivent être source de compétences, donc on va chercher quelles compétences je développe avec telle expérience. Donc ça, il y a un petit côté réflexif aussi qui peut être intéressant, se poser, réfléchir, savoir formuler. Moi, je suis toujours assez affolée de voir certains sondages ou enquêtes qui expliquent que des diplômés de Bac+5 ont encore du mal à exprimer leurs compétences, mais c'est vrai que voilà, si on a appris à le faire depuis toujours, ça sera certainement plus spontané. Donc l'idée, c'est bien de valoriser dans ce processus, et toutes les expériences sont source de compétences et peuvent être déterminantes. Voilà, c'est pas à vous que on va reparler des compétences transversales, mais de l'importance qu'elles ont aussi aujourd'hui dans l'employabilité. Toutes ces compétences transversales, elles s'acquièrent aussi avec toutes les expériences en dehors de l'école et en dehors des formations. Alors évidemment, cette plateforme est aussi orientée Europe et mobilité, donc favoriser, ouvrir les citoyens français sur les possibilités européennes, savoir qu'on peut se former en Europe, aller trouver un emploi en Europe et leur montrer un petit peu comment ça marche. C'est aussi l'intérêt de cette plateforme. Et proposer des informations fiables et surtout avoir un portail unique. C'est vrai que ce soit des professionnels, on parlait des conseillers d'orientation, mais c'est une source intéressante pour eux d'avoir accès à toute l'information dans tous les pays et d'avoir des informations fiables. Ce sont les ministères qui ont choisi quel site on pouvait faire apparaître sur la plateforme. Donc, je vous dis par exemple, il y a la PEC de référencer pour tout ce qui est jeunes diplômés et cadres, évidemment Pôle emploi, tous les portails d'information les plus pertinents. Le côté, bien sûr, la formation a toujours un but quand même d'employabilité. Donc, comment renforcer son employabilité en ayant conscience de ses compétences, en sachant les formuler, en sachant les prouver, en sachant les sélectionner,
les partager. Enfin, tout ça, ça a vraiment ce but ultime. Voilà, les centres d'éducation et de formation auront la possibilité avec la plateforme de certifier, de reconnaître une compétence grâce à l'édition d'un titre numérique. Tu as fait telle formation, je te reconnais telle compétence, je te le prouve en te délivrant ce document numérique que tu stockes et que tu partages ensuite pour le prouver à ton tour. Voilà, donc ça, c'est toute cette approche, en fait, pour les mondes de la formation, c'est plutôt cette approche sur toute la compétence, la réflexion et surtout sur le volet, voilà, traduire tout ce qu'on a fait en compétences et pouvoir les formuler de façon claire et compréhensible par tout le monde. Après, dans le monde professionnel, le champ est ouvert et je pense qu'on n'a même pas forcément envisagé tous les possibles aujourd'hui. Mais vous voyez que les CV sont édités de façon assez très claire, avec des mises en page très assez. Alors, il y a 3 choix pour l'instant. La plateforme prévoit d'en proposer encore plus tard, mais c'est des choses qui sont très faciles à lire, présentées de façon très claire, donc avoir des CV clairs et lisibles, d'avoir accès pour un employeur à des profils plus détaillés. Peut-être pas dans une première phase de sélection, mais peut-être que quand on est en shortlist avec plusieurs candidats, c'est intéressant de savoir ce qu'ils sont en plus des compétences qu'on attend d'eux. Peut-être qu'il y a des choses qui sont intéressantes à connaître pour des employeurs qu'on ne va pas forcément dire sur un CV, pour justement avoir accès à l'ensemble des compétences d'une personne. Le côté document numérique, de pouvoir vérifier un diplôme, de pouvoir vérifier... je suis toujours surprise aussi, mais apparemment, il y a beaucoup de CV un petit peu arrangés. Bon, ça, voilà, ça permet de lutter contre ça, d'aller vérifier qui a édité, en quelle année, pour quel type de formation, quel est cet établissement. Voilà, donc l'employeur peut être rassuré en vérifiant des informations, en consultant des preuves aussi, puisque voilà, normalement, l'utilisateur de la plateforme serait en mesure de prouver tel stage avec une lettre de recommandation, telle formation avec une attestation qu'il a conservée, qu'il peut facilement partager. On peut aussi, alors on avait le témoignage, c'est sur la chaîne YouTube de l'agence à l'occasion, si vous voulez aller voir, d'une responsable des ressources humaines qui utilisait, alors c'est une petite société, mais c'est vrai que c'est souvent dans des TPE où il n'y a pas forcément des services complètement dédiés avec des outils énormes pour gérer les ressources humaines. Mais là, elle faisait réaliser le CV Europass à tout son personnel pour avoir une idée justement de qui ils étaient en termes de compétences en dehors de ceux qu'elle connaissait, de celles qu'elle connaissait. Et ça lui a permis de détecter des compétences chez certains, de proposer aussi d'autres postes à l'intérieur de l'entreprise. J'ai vu que tu savais faire ça également. Voilà, il y a une opportunité. Est-ce que ça t'intéresse? C'est peut-être des choses qui seront plus spontanées quand on connaît un petit peu comme ça l'étendue des talents qu'on a et qu'on ne soupçonne pas toujours. Et ça lui permettait aussi, elle, d'adapter son plan de développement des compétences, justement en ayant ce panorama des compétences de ses personnels, de pouvoir dire, peut-être qu'il faut plus accentuer là-dessus, ou même proposer des VAE suite à ça. Donc son témoignage est assez intéressant. Voilà, mais après, il y a certainement d'autres usages auxquels on n'a peut-être pas forcément pensé encore. Peut-être aussi dans l'entretien annuel, ça peut être intéressant de se poser aussi pour un peu mieux connaître les personnes et mieux orienter leurs souhaits de formation. Enfin, il y a plein d'usages où ça peut être intéressant d'utiliser cet outil qui, je rappelle, est gratuit et facile d'accès. Merci beaucoup Marielle, merci beaucoup Laurent pour cette mini-formation, on peut le dire telle quelle. Je ne sais pas si Laurent ou Marielle, vous aviez quelque chose à rajouter avant qu'on ne passe à ce temps de questions-réponses avec les participants. Pour ma part, non. On peut, juste pour synthétiser peut-être ce qu'on vient de dire, voilà donc, du coup, en quelques mots, qu'est-ce que la plateforme Europass? C'est un outil européen, mais alors c'est pas parce qu'il est européen qu'il est forcément dédié à aller travailler en Europe. Ça peut être tout à fait pour un usage national. Ça, c'est très important de le dire parce qu'on croit souvent
comme on est de l'agence Erasmus, mais c'est que pour les gens qui veulent bouger. Non, non, pas du tout. On peut trouver plein de ressources et plein d'usages pour une utilisation purement française. L'accès est gratuit. C'est un guichet unique qui donne accès à beaucoup d'informations et d'opportunités. Évidemment, l'ouverture européenne est derrière, bien sûr, et qui permet de valoriser toutes les compétences et qui peut répondre à certains besoins des entreprises sur la preuve, la recherche de compétences, de talents. Merci beaucoup. J'ai, je pense, une question, donc n'hésitez pas effectivement à nous écrire sur le chat. Sinon, vous pouvez aussi demander à prendre la parole. L'objet de ce temps est vraiment de poser toutes les questions qui vous passent par la tête à Marielle et Laurent qui sont là pour ça. Une question de Lucie donc, qui dit « Si je comprends bien, les preuves de compétences sont aujourd'hui essentiellement constituées des diplômes et certifications obtenus. Qu'en est-il des compétences développées en parallèle ? Un système de recommandation par des pairs est-il envisagé pour reconnaître et valoriser ces compétences ? » Alors, dans l'épreuve de compétences, il y a une rubrique diplôme et certification, mais vous pouvez créer autant de rubriques que vous voulez. On peut mettre un badge numérique qui est plutôt une reconnaissance par les pairs. On peut mettre, comme je vous disais, une lettre de recommandation qui est quand même une preuve de compétence, même si elle n'est pas formelle. On peut mettre tout en fait. Nous, on parle de preuve, c'est-à-dire une attestation de formation, comme quoi vous avez bien suivi une formation. C'est pas ni un diplôme ni une certification, mais ça prouve bien que vous avez reçu et ça peut être ça peut être toute forme et justement dans la bibliothèque vous créez autant de rubriques que vous voulez. Ça peut être des preuves formelles, des preuves informelles. Par exemple, Europass Mobilité, ça atteste des compétences acquises pour un stage à l'étranger. On peut très bien le mettre pour prouver ces compétences-là, même si ça n'a pas une valeur de diplôme ou de certification. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une question de Valérie. Donc, en tant que recruteur, on peut voir des CV. Ils sont classés par domaine, informatique, RH, budget, par exemple ? Est-ce que les CV sont structurés sont classés effectivement en domaine pour permettre d'identifier très rapidement quels sont ceux qui rentrent dans notre domaine de recherche, d'expertise, je suppose ? Je ne comprends pas trop classé, c'est-à-dire classé. Peut-être, Valérie, vous pouvez prendre la parole ? Oui, bonjour. Oui, en fait, c'était pour savoir, c'est pour faire du sourcing, pour voir si effectivement il y a des profils intéressants pour nous. Moi, je travaille pour l'Agence de services et de paiement, qui est un opérateur de l'État qui paye des aides, notamment les aides de la PAC. Et donc, c'est pour savoir si on peut utiliser Europass pour trouver des CV qui correspondraient à nos offres d'emploi. Et donc, soit les CV sont classés, les compétences, les gens les ont classés, j'ai plus de compétences dans le domaine du budget, des compétences dans le domaine RH, et donc on peut aller voir dans tel ou tel domaine, ou alors est-ce qu'il faut ouvrir tous les CV ? Comment nous, recruteurs, on peut trouver les bons profils, en fait, c'est ça ma question. D'accord, mais en fait, ce n'est pas une banque de CV Europass. Vous n'allez pas pouvoir, vous, en tant que recruteur, aller voir une banque de CV. Ah, d'accord. C'est vraiment un espace personnel. Après, la personne, si elle choisit de répondre à votre offre, elle va vous envoyer le CV. Ou alors, elle va poster son CV sur des plateformes de CV qui sont des job boards comme Monster. Là, vous avez, je ne sais pas lesquels vous utilisez, mais ça peut être, Eures, Monster, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a plein, je ne sais plus leur nom comme ça, Xing ou autre, où là, vous allez une banque de CV et là, vous pouvez regarder. Europass, c'est pas ça. On crée son CV, mais tant qu'on n'a pas décidé de partager avec quelqu'un, personne ne peut venir voir nos données. Donc, ça ne va pas être un endroit où vous allez faire du sourcing. D'accord, merci. Une autre question de Jean-Christophe qui vous remercie pour cette présentation et qui demande « Pourrait-on trouver des stages en apprentissage dans un autre pays que celui du jeune apprenti ?» Là, c'est en fonction des pays. Par exemple, l'Allemagne le fait, mais pour la France, ce n'est pas possible. Donc là, c'est vraiment une approche pays par pays. Et je crois, Marielle, que tu étais en contact avec Eures, c'est ça, sur ces aspects-là ? En fait, oui, ça dépend de est-ce que dans puisque c'est l'opérateur national de chaque pays qui va envoyer son flux d'offres d'emploi ou de stages. En France, Pôle emploi ne collecte pas les offres de stage. Donc, pour la France, il n'y aura pas d'offres de stage en France. Par contre, l'Allemagne, le service public de l'emploi allemand, collecte les offres de stage. Donc, il y aura des offres de stage en Allemagne. Ça ne va pas être pareil dans chaque pays cette fois. Mais il y a effectivement, si vous tapez stage ou internship
dans la plateforme, vous avez déjà des offres de stage, d'apprentissage en Europe. Mais ça va dépendre de qui transmet le flux et selon les pays, voilà, nous, les offres de stage se trouvent par un autre biais que par Pôle emploi. Donc, pour la France, ça ne sera pas le cas. Pourquoi il ne le fait pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être, pareil, en contact. C'est peut-être technique, avec l'élaboration de filtres spécifiques. Je ne sais pas, ça non plus. Est-ce que ce n'est pas des emplois tels quels pérennes? C'est vrai que pour trouver une offre d'apprentissage, en France, on ne passe pas forcément par ce biais-là. Donc après, rien n'empêchera peut-être pour la France, je vous parle vraiment, je réfléchis en même temps que je parle, mais de rendre interopérable la plateforme Europass avec peut-être une plateforme en France qui recense des offres d'apprentissage. Pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne idée pour ouvrir cette possibilité. Il y a Madame Rousseau qui a levé la main. Oui, merci. Je ne mets pas la vidéo parce que je suis sur mon téléphone. Excusez-moi. De la même manière, comme c'est l'ONICEP et le réseau des Cariforef qui vous alimentent sur les flux d'offres de formation pour la partie française, est-ce que ça veut dire que du coup, on aura une visibilité sur l'offre de formation principalement pour les demandeurs d'emploi, puisque c'est quand même l'orientation principale des Cariforef, et pour ONICEP, une partie de l'offre de formation, mais en tout cas, on n'aura pas l'exhaustivité. Je pense notamment à toute l'offre toute la formation qui est financée, qui passe par les opérateurs de compétences, puisque je travaille à l'Opcommerce. Comment est-ce que vous assurez, quel est le champ, quelle est l'exhaustivité de cette offre de formation que vous présentez via Euroguidance pour la partie française? Normalement, RCO, avec son portail, j'ai mangé le nom. C'est Offre Info. Voilà. Ouais. Par exemple, les offres de formation que vous proposez en tant qu'OPCO ne sont pas dans Offre Info, c'est ça que vous dites? C'est ça. Et elles sont disponibles. Après, c'est vrai que pour l'instant, là, l'idée d'Europass, pour que ça soit opérationnel dans chaque pays, c'est de trouver des opérateurs de l'État avec une vision nationale qui puissent fournir un flux de données suffisant. Donc, il y a quand même l'ONICEP, voilà, c'est tout ce qui est formation initiale. Si un jeune peut venir faire ses études en France, voilà. Et RCO, c'était l'autre opérateur pour majoritairement l'offre de formation continue. Après, certainement qu'il y aura des trous dans la raquette, comme vous dites, voilà, des formations spécifiques. Mais l'OPCO, ça va être des formations qui concernent plus précisément des choses ciblées pour les… Après, c'est comme on est sectoriel, on est 11. Nous, par exemple, on ne couvre que les formations financées pour les salariés des secteurs du commerce. Mais après, vous avez d'autres opérateurs. Donc, par exemple, nous, on est en phase de contractualisation avec le RCO, le réseau des Cariforef, donc l'organe qui anime tous les Cariforef, pour qu'on puisse être en ce que vous dites interopérable. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'eux nous transmettent leur base Offre Info et nous, on leur transmet pour la partie qui nous incombe, donc les salariés du commerce, toutes les infos qu'ils n'ont pas sur les formations accessibles pour les salariés. Comme ça couvre un petit peu plus le champ de la formation professionnelle continue et ça ne s'arrête pas à toutes les actions financées en région pour les demandeurs d'emploi. Mais de toute façon, là, l'offre de RCO, enfin du réseau des Cariforef, il faudra qu'elle soit un petit peu calibrée pour être mise sur la plateforme. Parce que l'idée, c'est qu'on mette aussi à voir des choses accessibles par tout Européen. Et il y a certaines offres d'emploi qui sont justement réservées à des demandeurs d'emploi qui habitent la région, l'endroit, etc. Donc ça, on ne va pas pouvoir le mettre. Il va falloir faire un filtre. Voilà, parce qu'on ne va pas donner à voir à 35 pays un emploi ou une formation qui n'est finalement réservée qu'à quelqu'un qui habite à côté. Voilà, ce n'est pas l'objectif. Après, ces formations-là, effectivement, il y a des organismes nationaux pour donner l'information. C'est vrai que là, la vision européenne, c'est de pouvoir donner les informations pour qui soient potentiellement accessibles à tout Européen. Donc, il y a un filtre à faire.
C'est pareil, vos formations pour les salariés. Est-ce qu'un salarié du commerce de Roumanie pourrait venir et faire une formation? Je ne sais pas si c'est l'objectif, en fait. Oui, je comprends. Voilà, donc voilà, il y aura. Le but, c'est pas d'être exhaustif, ça, c'est de servir plutôt le côté. Voilà, on a envie de bouger pour acquérir une compétence une formation, faire une formation qui est à cet endroit, je le fais à cet endroit, mais c'est pas voué à être une information absolument exhaustive pour tout. Voilà, Après, il faut préciser, Marielle, que ce sont les tutelles de l'agence qui définissent le périmètre de l'offre et des flux qui seront mis à disposition dans Europass. Donc, en l'occurrence, c'est la DGEFP pour la formation continue qui va valider le périmètre qui sera disponible dans Europass. Ok. Mais voilà, mais c'est vrai que le but, c'est pas d'être exhaustif. C'est voilà, pouvoir proposer des choses accessibles à des Européens s'ils le souhaitent. Merci. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions, notamment à ce qui vient d'être dit, si vous connaissiez déjà la plateforme et que enfin, vous aviez des choses à rajouter, ou si vous ne connaissiez pas du tout et qu'il y a des questions qui restent en suspens? Après, justement, on vous a mis sur la dernière diapo nos coordonnées. Hein, si vous avez des choses qui vous viennent après, des questions, faut pas hésiter à nous contacter, soit Laurent, soit moi. Et après, vous avez beaucoup de ressources sur la chaîne YouTube de l'agence. On a présenté Europass sous toutes ses formes, dans différents formats ou des témoignages d'utilisation par des profs, justement des RH. Donc, beaucoup de choses voilà, que vous pouvez aller voir, mais n'hésitez pas à nous contacter. Et je voyais aussi dans le chat le commentaire de M. Beltram, que je salue, qui disait que les offres d'apprentissage, voilà, sur Un jeune, une solution, vous allez les trouver. Mais on se dit qu'une interopérabilité avec Pôle emploi et Europass serait une très, très bonne idée. Donc, on reviendra certainement, on en parle déjà, mais voilà, que ce soit avec mon profil compétences de Pôle emploi ou ce genre de site, de plateforme, ça peut être vraiment intéressant d'être connecté. Ah, je vois qu'il y a une question qui est apparue pendant que je quittais le chat. Le support nous sera-t-il adressé par mail? Oui, totalement. Donc, il sera adressé par mail et il sera mis en ligne donc, sur le site de France Stratégie avec le replay. Donc, vous aurez accès à toutes les informations présentées par Laurent et Marielle. Comme la séance devrait donc se terminer à 15h30, je vous propose qu'on s'arrête là, sauf s'il y a vraiment d'autres questions de vie, de mort. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Marielle merci à vous d'avoir accepté de jouer le jeu de nos réunions thématiques. C'était super intéressant. Désolée, je viens de voir que ma vidéo n'était pas mise. Merci pour cette petite formation. Donc Marielle et Laurent, comme ils vous le disaient, sont très accessibles. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Là, on va vous mettre un petit questionnaire en ligne très rapide de 2 minutes sur le chat auquel on vous invite à répondre pour permettre aussi à Marielle et Laurent de savoir voilà, si la réunion vous a permis d'avoir des réponses à vos différentes questions et aussi préciser un peu si vous connaissiez Europass ou pas. Donc, ça va prendre 2-3 minutes. Et si vous aviez des mots de conclusion. Oui, moi j'avais juste une dernière chose, c'est un petit message qui m'y a fait penser, une personne qui disait qu'elle allait essayer de mettre en place. Nous, on est aussi très très preneurs de vos retours, hein, c'est un outil nouveau. Donc si vous essayez des choses avec Europass, que vous mettez en place ou quoi, n'hésitez pas à nous faire style, nous raconter, nous faire des petits feedbacks, on est très très preneurs de ça. Voilà, ce qui va pas, ce que vous aimeriez améliorer, voilà, parce que c'est encore quelque chose qu'on peut peut-être voilà, faire évoluer ou moins faire des remontées. Donc n'hésitez pas, on est très preneurs de vos retours. Super. Donc, Colline a mis le petit sondage dans le chat. N'hésitez pas à aller cliquer dessus et puis répondre. Ça va prendre vraiment 1 minute. Et puis, je réitère nos remerciements à Laurent et à Marielle. Juste un point d'information sur les prochains événements du réseau Emploi Compétences. Donc, au fin avril dernier, on a publié un rapport sur la compétence, quelle place pour les compétences dans les entreprises. Nous organisons le 3 juin prochain une webconférence de présentation des résultats de
de ce rapport avec Vincent Donne, donc, qui est co-rapporteur de ce rapport. Et puis le 17 juin prochain, un séminaire là qui est plutôt fermé, destiné un peu aux acteurs ciblés par le rapport, donc partenaires sociaux, acteurs de l'accompagnement, et qui consistera à mettre en débat le diagnostic posé dans le rapport ainsi que les recommandations. Donc voilà, essayez de caler un petit peu dans vos agendas ces deux événements, et toutes les informations sont disponibles sur le site internet de France Stratégie, Réseau Emploi Compétences. Voilà. Merci beaucoup à tous et au plaisir de vous retrouver pour un autre séminaire, un autre événement du Réseau Emploi Compétences. Et merci à Colline pour l'animation du début de cette réunion. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin de journée.